Bonjour tout le monde. Charles, tu me gênes. Je remercie d'abord Charles de m'avoir invité à vous adresser la parole. Revenir devant des enseignants, des enseignantes, pour moi, c'est revivre les plus beaux instants de ma vie. Ça a l'air drôle de dire ça, peut-être dans ces moments difficiles par lesquels vous passez. Mais quand je repense à ce que j'ai connu dans l'enseignement, je ne peux m'empêcher de dire de ce temps-là que c'était le plus beau. Seulement, c'est pas facile. J'ai pris quelques notes, je les suivrai probablement pas. J'ai dit en premier, je vais leur parler d'éducation. Quand j'étais professeur, ça m'écœurait toujours quand on invitait quelqu'un pour me parler d'éducation. Je disais toujours, bah, dans son temps, puis il va nous parler de son temps, puis plus ça, puis je disais ça, moi. Je suis rendu là. C'est que je pense que allumer, comme Charles le dit, des profs, je pense que c'est un devoir pour les anciens profs de le faire. On rapporte toutes sortes de difficultés dans l'enseignement aujourd'hui, au secondaire, au primaire, tout ça, les problèmes, OK. Faut pas penser que dans notre temps, on n'avait pas non plus. Okay. C'est pas à cause que tu as 69 ans, je peux dire que ça paraît pas, mais j'ai pas entendu. C'est pas à cause que tu as passé dans l'enseignement 35 ans dans un autre temps que c'était plus facile. Pas vrai. D'abord, on avait le curé, ses épaules, l'inspecteur, un inspecteur de la commission scolaire, avec 5-6 comme ça, qui nous visitait à peu près à chaque 6 mois pour regarder la hauteur de la fenêtre, si c'était bien, si ça circulait bien dans la classe, l'air, tout ça. Pour faire demander aux enfants s'il y avait leur chapelet dans leur poche. Puis ils te notaient. Ici, il mérite 87. Un autre, il mérite 86. L'autre, il mérite 60, en tout cas. Puis à la fin de l'année, le principal t'appelait et disait, ben écoutez, on vous a noté comme ça. Faut pas penser non plus que quand tu enseignais, comme dans mon cas à Saint-Henri, où il y avait des familles célèbres, que c'était facile au point de vue encadrement. Faut pas penser non plus tout ça. Non. La carrière d'éducateur, c'est une carrière difficile, mais extraordinairement emballante. Il faut l'aimer, il faut surtout dépasser les matières. Si on s'en va dans l'enseignement en pensant livrer uniquement ce qu'on a donné comme matière, on manque notre coup complètement. On comprend rien à l'éducation. L'éducatrice, l'éducateur, c'est quelqu'un qui veut faire grandir un enfant pour en faire quelqu'un d'extraordinaire dans la société. L'ouvrir à tout. Quand on regarde aujourd'hui votre temps, ce qui vous entoure, c'est sûr qu'il y a des bonnes émissions à Rythme FM, à TVA des fois ou à TQS, mais il y en a d'autres qui font dur. Et vous autres, vous êtes dans ce milieu-là. Et les enfants qui vous arrivent entendent ça. Et vous autres-mêmes, vous êtes imprégnés de ça. Et à un moment donné, on va dire aux gens, formez
des personnes qui sont entourées de tous ces problèmes médiatiques. Ok, bien, je fais attention parce que je suis filmé de ne pas nommer personne. Mais pour travailler à la télévision depuis une vingtaine d'années, je pourrais vous dire jusqu'à quel point les gens écoutent des choses et s'abreuvent de choses qui n'ont reçu aucune préparation, qui sont des émissions de radio, de télévision tout à fait envoyées comme ça en l'air. Et les gens obligatoirement reçoivent ces choses-là. Il y a des phénomènes dans notre société, aux États-Unis, en Europe, que nous copions très facilement. Je pense, par exemple, à des programmes comme Love Story. Là. Il n'y a rien de plus dégueulasse que ça. Aucune préparation, absolument rien. On met du monde là, faites ce que vous voulez, envoyez, faites des folies, pétez, n'importe quoi. Et à ce moment-là, on envoie ça sur un canal de télévision et tout le monde, chez nous, reçoit ça, puis bon. Et c'est l'atmosphère dans laquelle vous vivez, nous vivons. Mais vous autres, dans le domaine de l'éducation, c'est épouvantable. L'éducation, pour moi, ça a été vraiment quelque chose que j'ai aimé. J'ai travaillé avec les jeunes pendant 35 ans, comme on vous le disait. J'ai mis sur pied des revues musicales. J'ai patiné avec eux. Dans ce temps-là, c'était un peu difficile, l'horaire. C'est qu'on commençait à 8h30, mais on terminait des fois à 4h30, 5h. Il fallait assister à la messe le dimanche avec nos élèves. Et puis, il fallait aller à la confession avec nos élèves. Et puis, il fallait les suivre quasiment pendant toute leur vie. C'était épouvantable. Mais on aimait ça pareil. Parce qu'on avait pris cette profession-là par amour. Quand on parle des salaires de l'époque, les premières payes, moi, c'était 91 $ par 15 jours. On était obligé de travailler dans les vacances de Noël et dans les vacances de fin d'année, bien sûr, des 2 mois, parce qu'on n'arrivait pas. Puis quand même, on restait là, parce qu'on aimait ça. Les conditions ont changé. Quand j'ai pris ma retraite, c'était plus comme ça. Puis aujourd'hui, je pense que malgré toutes les perturbations, on peut en parler aujourd'hui, là, que vous êtes obligé de subir, c'est sûr. Vous pouvez vivre des moments et des temps assez extraordinaires dans votre profession. La deuxième chose, je voulais vous parler, c'est l'histoire, bien sûr, l'importance de la connaissance de son histoire. Si tu ne connais pas ton histoire, tu ne peux pas l'enseigner. Point final. Tu perds ton temps, puis tu fais perdre le temps des autres. C'est simple. Si tu es 3 pages en avant de ton élève, comment peux-tu rendre ça intéressant? Pas possible. Donc, pour enseigner l'histoire, il faut la connaître. Et aujourd'hui, on n'a aucune raison de ne pas connaître son histoire. Il y a des livres extraordinaires partout dans nos bibliothèques, partout dans nos librairies. Vous avez Internet, vous voulez parler de Jean Talon, docteur Jean Talon, c'est tout. Mais pour ça, il faut que vous connaissiez au moins la structure de l'histoire. Et quand vous connaissez la structure de l'histoire, à ce moment-là, c'est facile de mettre des personnages partout. Vous allez me dire, on ne l'a pas enseigné. C'est vrai. C'est atroce. Au Québec, pendant 20 ans, on n'a pas enseigné l'histoire nationale. 20 ans. Ça veut dire qu'il y a des générations qui ont aujourd'hui 40, 45 ans
qui n'ont aucune notion de leur histoire nationale. Faites passer un examen aux députés des deux partis, au fédéral, au provincial, garantit qu'il n'y en a pas 20% qui ont 50% de moyenne. Et ces gens-là mènent le peuple. Faites passer l'examen à tous nos décideurs. Ils ne connaissent absolument rien. C'est affreux. J'ai deux garçons, il y en a un qui a 46 ans, il est médecin. L'autre est biologiste, il a 43 ans. Pendant tout leur cours, ils n'ont eu aucun cours d'histoire nationale. Ni au primaire, ni au secondaire, ni au cégep, puis ni à l'université. On ne connaît pas notre histoire. Et après ça, on demande aux professeurs d'aller enseigner cette matière-là. Pas facile. Dans notre temps aussi, c'était pas mieux, même quand on enseignait un peu. C'est que les professeurs arrivaient là, c'était pas important l'histoire comme matière, les mathématiques c'était important, le français, la biologie, la chimie, parfait. Mais l'histoire, si tu restais à peu près 2-3 heures dans ton horaire, ben pour avoir un plein horaire, on te donnait des cours d'histoire enseignés. On t'arrivait dans ta place. On ne connaissait absolument rien, mais il fallait faire ça. Imaginez-vous, moi, j'enseignais pour avoir un plein horaire, la dactylo. Je connais rien. C'est ma femme qui tape mes textes. Je connais rien. Puis j'ai enseigné pendant 6 mois, ou en 12e année, dans le temps, la dactylo. Je faisais jouer de la musique, je leur disais, oh, plus vite, plus vite. La dactylo. C'était des bons cours, mais moi, je connaissais rien. Mais je pense qu'ils ont passé pareil, je ne sais pas comment ça se fait. Non, mais c'était ça un peu. Quand j'étais directeur au Collège Notre-Dame, à un moment donné, dans ma vie, j'ai été directeur d'école. Un collège privé. Ça ne vous en pas, j'enseignais comme ça au Scolaire de Montréal, puis j'enseignais un peu partout aussi. Dans ce collège-là, à un moment donné, les mères de famille venaient demander des permissions pour sortir leur enfant. Pour aller chez le médecin, chez le dentiste, je ne sais pas où, moi. Là, il arrivait à mon bureau. J'étais ici. Il dit, madame, vous aurez un billet de sortie. À quelle heure, madame? À quelle heure son cours d'histoire? À 3 heures. Bon, ben c'est parfait. C'est pas de matière importante. Je ne vous disais pas ce que je lui répondais. Mais, dans l'esprit du monde, l'histoire, c'est pas important. C'est pas important. D'ailleurs, on a un premier ministre qui achève le demain, là, puis qui disait partout, l'histoire, c'est pas important, ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. À un moment donné, il était interviewé ce qui se passait en Écosse, par les Écossais devenus souverains. Bon. C'est des niaiseries, ça va danser des niaiseries. Ce qu'on ne sait pas, ça fait pas mal, c'est hier, c'est passé, moi je construis. Des marionnettes. Non, mais c'est ça. Ça vient de haut, là. Et quand les parents disent à leurs enfants, l'histoire, c'est pas important, voyez-vous l'enfant? C'est terrible. Et c'est vrai que dans la mentalité des gens, la connaissance de son histoire, c'est pas important. Comment voulez-vous bâtir une fierté chez un peuple si celui-ci ne connaît pas son histoire? Impossible. Impossible. Ne pas connaître son histoire, c'est comme ne pas en avoir. Et bien sûr, quand on arrive en classe, puis qu'on veut intéresser des jeunes à l'histoire, il faut la connaître, et il faut avoir, deuxièmement, la passion et la fierté d'appartenir à une collectivité en connaissant son passé, puis en étant fier de ses ancêtres, puis de ceux qui l'ont bâti.
Mais si tu n'as pas ça dans toi, il y a un me dit, vous êtes ici, c'est extraordinaire. Vous êtes à la télévision, puis vous êtes à la radio, puis vous dites des bêtises, puis on vous met pas dehors. Parce que le monde va vous écouter. Ouais, ouais, il écoute. Sans ça, il me mettrait dehors. Seulement, tout le monde me dit, on connaît rien dans notre histoire. J'étais avec des gens dernièrement et je leur demandais en l'honneur de qui on a appelé la ville de Laval, Laval. Inquiétez-vous pas, là, je ne pose pas un test. C'est affreux! Nous sommes dans la ville de Laval, puis on ne connaît pas qui est Laval. Tout le monde sait, je sais que vous autres, vous le savez. Monseigneur de Laval, le premier évêque qui est arrivé ici, puis bon, possédait l'île Jésus, puis à un moment donné, il l'a vendu, mais ça vient. Bon, la Monseigneur de Laval. Ah oui. Chaumédé. Ça doit être un anglais. Parce que c'est un content de l'ophone, ça doit être un anglais. Je me souviens, on dit comme Proust, je me souviens de rien. Terrible. Et ça, là, écoutez, là, c'est pas, hein, c'est pas de me parler des constitutions, là, de 1840, de 1791, de 1763, pas ça, là. Si on n'est pas au courant de ça, comment voulez-vous aimer la matière puis la donner aux enfants? Impossible. Ça se peut pas. Le premier devoir pour l'enseignant, l'enseignante, c'est de connaître au moins l'essentiel. Oh, mais c'est pas important. C'est ça. Si dans ta tête, tu crois que c'est pas important, ben c'est fini là. Les gens ils disent, bon, M. Tessier, vous arrivez à la télévision, à la radio, vous êtes un passionné de l'histoire, vous l'aimez. C'est très bien. Sans ça, je ne serais pas là. Je pense que c'est nécessaire de connaître d'où on vient. Pensez-vous, en parenthèse, si on connaissait vraiment notre histoire politique au Québec, on aurait enduré un paquet de niaiseries. On aurait enduré le rapatriement constitutionnel. On ne sait même pas ce que c'est. Si on connaissait notre histoire, ça n'a pas de bon sens. On n'est plus un peuple, on est une ethnie. Ce qu'on ne sait pas, ça fait pas mal. C'est pas drôle, dans le fond. C'est correct. Et voilà que l'histoire comme telle, c'est pas toujours ce qu'on veut entendre. C'est pas toujours ce qu'on espère savoir. L'enseignement de l'histoire, c'est tout simplement rapporter les faits. Et bien sûr, parce que vous connaissez les faits et vous avez fait des études, mettons en histoire, vous avez le droit d'avoir vos opinions. L'enseignement de l'histoire, autrefois, dans mon temps, au primaire, c'était pas bien plus drôle. Les frères puis les religieuses qui nous enseignaient savaient à peine ce qu'on leur avait montré dans leur petit manuel restreint de leur temps, avec des nickel obstacles, l'imprimature de l'évêque. C'est pour ça qu'un des premiers grands historiens, Garneau, a été obligé de changer le contenu de ses livres d'histoire 3 fois parce que l'évêque n'était pas d'accord avec ce qu'il disait. Donc, dans ma génération, c'était bien sûr la religion qui prédominait, puis dans l'enseignement aussi.
Et ce qu'on nous enseignait, je me rappelle, bon, régime français. Régime français. Je me rappelle qu'on m'enseignait les missionnaires, les pères jésuites, qui se sont fait massacrer par les Iroquois, les méchants Iroquois. Et bien là, il y avait un portrait, je me rappelle toujours, il y avait un portrait. Puis le frère nous montrait avec sa baguette. Et c'était un père habillé en noir, bien sûr. On était en train de le scalper. Puis là, on dit, regardez, c'est ça qu'ils font les méchants Amérindiens. On ne disait pas les Amérindiens, on disait des sauvages. Faut pas dire ça aujourd'hui, là, parce que vous allez voir le téléphone. Ouh! C'est les sauvages qui ont fait ça. Les sauvages, on venait ici pour leur rapporter la religion catholique, puis bon. Puis ils voulaient rien savoir, puis vu qu'on était des robes noires, ben ils nous haïssaient, puis ils nous tuaient. Pas tout à fait ça, là. Hey, moi, je me rappelle, j'étais là, j'étais en 6e année à peu près, j'avais peur quand le frère commençait à parler de ça, là. Puis il entrait dans son sujet, il valait en maudit son sujet, parce que il nous racontait comment il arrachait les yeux, là, tu sais, là. Puis il mettait des charbons à la place, puis ça faisait bzzz, tu sais. Même le père Rebef, il a arraché le cœur, on a mangé son cœur pour avoir son courage. Mais c'est ça qu'on nous enseignait. Imaginez, là, c'est ça. Quand t'es là, puis t'as quoi, 12-13 ans, ah! Et c'est des écœurants, les sauvages. Des écœurants? Alors, tu parles de ça, tu dis, c'est des écœurants. Tu les haïs, puis tu vas les haïr longtemps. Si tu connais pas ton histoire, tu juges comme ça. Tu veux? C'est bien clair. J'ai toujours dit, quand on regarde les problèmes constitutionnels actuellement, qu'on essaye de repousser, puis repousser, puis repousser, si les gens vraiment au Québec comme au Canada connaissaient leur histoire, il n'y en aurait pas de problème. Même chez les Anglos, on ne leur montre pas qu'on est venu ici en 1534 puis 1608. On dit que le Canada, ben, c'est 1667. Fini là. Puis depuis 1667, on a pris ça, puis on a fait la Confédération, puis bang. Mais avant, oui, il y avait Savage, il y avait Canadiens français, il y avait catholiques surtout. C'est ça. J'ai parlé avec des confrères à un moment donné, c'est il y a 2 ans. À un moment donné, on me demande pour vérifier un film à l'Office national du film. Et le bonhomme, c'était un anglophone qui avait fait une affaire, je pense, 25 millions pour présenter dans toutes les écoles du Canada un projet extraordinaire. Puis il me demandait pour vérifier le contenu, pour l'aider à... Pas lui, il m'a demandé ça, mais les gens de l'Office national, pour qu'il y avait quelques souverainistes là-dedans, entre parenthèses. Ben, j'y étais. C'est affreux. Des pans complètement de notre histoire, complètement effacés. Il n'en parlait même pas. Mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. On me dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Parce qu'on s'est revu quelques fois. Puis il parlait en français un peu, puis il me disait, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai fait mon doctorat à York. C'est quoi, vous avez fait votre doctorat? C'est quoi? Ben, j'ai fait ça sur Hitler. Et puis, j'ai pas étudié votre histoire comme vous l'avez étudiée ici au Québec. Ben, c'est tout faire job. C'est pas des farces. On a passé des heures et des heures et des heures à rectifier certaines choses, mais c'est sûr que il ne la connaissait pas par méchanceté. Il ne connaissait pas. On ne sait pas, ça va pas mal. Parce qu'on a une histoire formidable. J'ai fait quelques classes dans votre commission scolaire. J'ai été à quelques endroits dans lesquels j'étais bien reçu. J'ai rencontré des petits-enfants puis qui sont avides de connaître.
Et j'essayais de leur montrer des figures importantes, accroissantes, bien sûr. Parce que c'est un produit à vendre aussi, l'histoire. Mais, quand je regarde ce que le ministère de l'Éducation a fait pendant des années, là, je sais qu'il y a une réforme, puis je sais qu'on change, puis je sais qu'on veut faire des choses, puis je sais tout ça, là, parfait. Seulement, avant de faire tous ces changements-là, j'ai rien contre. Mais il faut que les personnes qui vont porter ces changements-là les connaissent. Pas seulement les changements, mais le contenu des changements. Et en histoire, que je voulais vous dire, et c'est pour ça que de plus en plus, il y a des gens dans les commissions scolaires, comme Charles, par exemple, qui de plus en plus vont essayer d'intéresser les gens à connaître leur histoire, à fréquenter des lieux, à leur proposer des livres, c'est extraordinaire, parce que c'est la seule façon de rejoindre le contenu. Quand on parle d'histoire en général, histoire nationale, c'est facile. Le cadre de notre histoire est simple, pas comme en Europe. Si vous parlez de l'histoire de la France, c'est terrible. La Russie, terrible. Mais l'histoire du Canada puis du Québec, c'est très simple. On est une jeune nation. Et c'est facile dans le temps. Premièrement, il s'agit de vous fixer dans la tête. On divise notre histoire en 3. 1. Le régime français. Le régime français, Jacques Cartier, Champlain, Maisonneuve, en tout cas, tous ces gens-là qui, durant le régime français, ont fait l'histoire. Ça, c'est de la découverte 1534 jusqu'à la conquête de 1760. C'est le régime français. Facile, le régime français. Et dans le régime français, comme je vous dis, ben oui, ça sert à rien. Laissez aux gens qui vont, bien sûr, faire une profession d'historien d'aller peut-être plus loin. Mais pour vos enfants, vous autres, c'est quoi le régime français? C'est les Amérindiens, c'est les Vikings, c'est les Amérindiens qui vivaient ici. Ben oui, c'était important, c'était pas tous des méchants. Avec leurs coutumes. C'était l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, de Jacques Cartier, de Champlain, Maisonneuve. Quand on parle de Maisonneuve, fantastique parler de Maisonneuve, fondateur de Montréal. Facile de dire aux enfants quand il est arrivé ici, ce jeune homme de 29 ans, célibataire, engagé par un organisme en France, hein? Jean-Jacques Ollier, M. de Fancan, et tous ces gens-là qui ont mis sur pied la Société Notre-Dame et qui ont dit à Maisonneuve, tu vas aller fonder une colonie. Ville-Marie, parce que c'est dédié à Sainte-Vierge, mais on va pas faire de l'argent avec. C'est uniquement là dans le but d'étendre la religion, c'est ça. Et Maisonneuve est arrivé ici avec une quarantaine de personnes, le niveau. Il arrive à Québec. À Québec, le gouverneur, Montmagny, lui dit, va pas là. Il y a un Amérindien derrière chaque arbre. Reste à l'île d'Orléans, à côté de l'île d'Orléans, c'est bien mieux, on va prendre soin de toi. Tu vas me... Non! J'ai promis d'aller à Ville-Marie, je vais y aller. Même si tous les arbres se changeaient en Amérindien. Il est arrivé ici. Imaginez-vous quand on raconte ça. Là. Et Montréal, à ce moment-là, qui n'était rien, qui était seulement un petit fort. Hey, moi, j'ai eu du plaisir d'interparler de ça. Quand on enseignait sur ton 4e secondaire, je les amenais là. Des fois, je voulais les lancer dans le fleuve. Là. Puis il expliquait tout ça. Bon.
Et là, il y a eu des personnages fantastiques. Jeanne Mance. Oh mon Dieu, Jeanne Mance. Célibataire, c'était pas une religieuse. Maudit Maisonneuve. Ça sert à rien d'entrer dans les détails, là. Marguerite Bourgeois, bon, la seule femme qui a dit à Monseigneur de Saint-Vallier, tu veux essayer de me rentrer des Ursulines avec ma communauté, c'est non. Saint-Cointré, j'en veux pas. Je vais me promener à cheval, en canot, puis je vais aller fonder des écoles. Ah! Femme extraordinaire. Et c'est facile. Marguerite Diouville, l'arrière-petite-fille de Pierre Boucher. Pierre Boucher, un gars. Ah, Pierre Boucher, vous connaissez Pierre Boucher? Ah! Pierre Boucher. Seigneur de Boucherville, le plus grand seigneur de l'époque, qui a mis sur pied la plus belle seigneurie de l'époque, qui est arrivé ici, puis à un moment donné, à 13 ans, il était vivre chez les Jésuites pendant 4 ans. Un donné qu'on appelait, un donné. Il a appris le dialecte des Amérindiens, il a appris leur façon de vivre. À un moment donné, bon, ça a mal été avec les Hurons. Les Jésuites sont obligés de lâcher. Puis lui, il va devenir l'interprète de Montmagny. Montmagny va l'envoyer à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'était l'endroit le pire. Les Amérindiens étaient tout là pour le commerce des fourrures, commerce des fourrures, commerce des fourrures. Ah, puis il va tenir un siège de 6 mois, à un moment donné, avec 40 hommes. Ça va très mal dans la colonie à ce moment-là. Elle tombe, la colonie. Après tomber, il y a eu de l'or des Ormeaux dans la même époque. Et c'est là que le gouverneur va appeler Pierre Boucher. Puis il va dire, Pierre Boucher, tu vas aller rencontrer le roi Louis XIV à Versailles. Pour lui expliquer le problème. Hey! Pierre Boucher va partir pour Versailles. Il va rencontrer le roi. Puis il va dire, les gars, j'ai besoin du monde. J'ai besoin des soldats, j'ai besoin, parce qu'on est à peu près de la colonie. Et c'est grâce à Boucher, à un moment donné, pour faire une histoire courte, si dans notre histoire, le roi Louis XIV et son ministre Colbert vont envoyer dans la colonie le régiment Carignan-Salière, les filles du roi, Jean Talon. Hey, c'est du monde en messe, ça, là. Je sais que vous connaissez Jean Talon. C'est pas un hôpital, uniquement. Vendredi, c'était à la télévision. J'étais avec Michel Louvain. J'ai rien contre lui. Rien pour, mais rien contre. Et puis on est en direct. 1992, parce que c'est l'anniversaire de Montréal. On est en direct le soir, l'émission. Fait qu'il dit, bon, j'ai essayé de parler de quoi aujourd'hui? De qui aujourd'hui? On n'avait pas eu le temps de savoir avant. Ça ramasse avec Louvain. Fait qu'il dit, on parle de Jean Talon. Oh, il dit, le fondateur du marché. T'sais. On est en direct, là. Je dis, ah oui, vous êtes drôle, ah! C'est sûr, que là, voyons donc. Mais c'est effrayant. Jean Talon, c'est le plus grand intendant de la Nouvelle-France. Mais qu'est-ce que c'est, l'intendant? Je sais pas. Vous comprenez, là? Cet enfant dit, ben, vous parlez de Jean Talon, mais qu'est-ce que c'est l'intendant? Ben, je sais pas. Une minute, je vais regarder dans mon livre, puis demain, je vais te le dire. Alors, Jean Talon, le premier intendant, est arrivé ici, puis c'est grâce à lui si la colonie va reprendre la force. Avec le régiment Carignan-Salière, puis Tracy, ces gens-là vont arriver et vont essayer de défendre la colonie. C'est ça, c'est important, là, l'œuvre de Pierre Boucher. Et les filles du roi, combien de fois on a entendu des sottises? Ah, c'est des petites, ça. Les filles du roi, c'était des filles de joie. Hey, c'était effrayant. Et ça se disait dans les tavernes. Ça se dit aujourd'hui. Oh, c'était des petites, hein?
Puis le monde dit rien, ils ne savent pas. Hey, les filles du roi, c'est des femmes extraordinaires. Et entre 800 puis 1000, ils sont arrivés, justement, pour peupler la colonie. Il y avait à peu près une femme pour, je ne sais pas trop, une dizaine d'hommes. Ça pas des enfants forts. Et ces femmes-là sont arrivées ici. C'est des belles filles, fortes, en santé. Ils vivaient, c'était des orphelines. Le roi les faisait vivre dans les hôpitaux de Paris, tout comme des gens qui n'avaient pas de parents, des orphelines, c'est ça. Et on leur a dit, voulez-vous aller dans notre colonie, rencontrer des beaux cognons? On va vous donner une petite dot. Puis vous allez voir des enfants. Sérieusement, on va y aller, monsieur. Et ces femmes-là sont arrivées ici. Ils ont été reçues par Marguerite Bourgeois, puis tout ça. Puis, il y avait 2-3 semaines pour se marier. Puis il était plus intéressant, en tout cas. Ça me gêne de dire ça, mais il était plus cultivé que les cognons. Il connaissait un peu plus de choses. Il avait une éducation un peu plus raffinée, je sais pas, mais un peu plus, en tout cas, que les colons. D'ailleurs, ce sont ces femmes-là qui ont repris, dans le fond, la colonie en main, puis de leur union, la nation québécoise s'est formée. Extraordinaire, c'est ça les filles du roi, c'est fort, là. Et puis si on fait, vous allez sur Internet, vous allez voir les filles du roi, vous allez reconnaître vos ancêtres, probablement, il y en a énormément, dont les filles du roi sont les ancêtres. Et c'est extraordinaire de dire ça, puis d'apprendre ça, puis d'aller sur Internet, parce qu'aujourd'hui, vous avez ces moyens-là. C'est tout nommer, le nom de toutes les filles du roi qui sont arrivées ici, puis l'endroit où elles sont arrivées, puis d'où elles venaient, puis tout ça. Puis dans ta tête, comment tu t'appelles? La verdure. Ah, la verdure! Ah oui, c'est du roi. Mais il faut savoir qui étaient les filles du roi. Jean Talon, bon, fille du roi. Colbert, bon, là, on fait un petit détour, on se rend franc, mais quel grand bonhomme! Et c'est toujours comme ça c'est le régime français. Quand tu connais cette structure, bon, le régime français, 1534 à 1760, les événements importants, bon, c'est facile dans des beaux livres d'histoire qui ont aujourd'hui été écrits. Un paquet d'historiens en ont fait des beaux livres d'histoire, facile à comprendre. Et là, vous faites une structure à mesure que vous trouvez un personnage. Bon, Jeanne Mance. Ah oui, Jeanne Mance, c'est arrivé avec Maisonneuve. OK, l'hôpital, la rue Saint-Paul. OK. Marguerite Diouville, ça c'est une de mes préférées. Fondatrice des Sœurs Grises. La première sainte canadienne. Ça dit qu'elle est née ici. Petite fille de Pierre Boucher. Ah! Femme extraordinaire. Sa vie à elle, là, c'est Sœur Grise. Partout, elles ont SM. Il y en a peut-être moins de ce temps-là. Ben, d'accord. Écoutez, ce que ces femmes-là ont fait à ce moment-là. Puis vous savez que ça n'a pas été facile, hein, toute la vie de Marguerite Diouville, quand vous regardez ça, mais quand vous comptez ça à vos enfants. Elle était mariée. Son mari, c'était un courageux. C'est un alcoolique. À un moment donné, il est mort, il a laissé quelques enfants. Il avait bu toute sa dot, il avait tout bu sa fortune. Hey. Et c'est là que Pierre Boucher y a aidé, à un moment donné, pas à sa mère, c'est-à-dire avant, puis bon, en tout cas. Et puis là, ben, avec des consoeurs, d'autres femmes comme elle, elles vont ouvrir une maison pour aider les plus démunis. Ça tombe bien aujourd'hui, là, à guignoler. Et elles vont se faire dire toutes sortes de mots. D'abord, les gens vont arriver, ils vont cracher, ils vont briser les fenêtres, ils vont faire toutes sortes de choses, ils vont taper à coups de marteau dans les portes, ils vont saccager en leur disant
c'est une gang de saouls. Ces femmes-là prenaient un coup. D'ailleurs, Innouville, d'un coup, c'est un ivrogne. Et c'est pour ça qu'elle a appelé sa communauté les sœurs grises. Parce qu'on disait qu'elle était toujours grise, pactée, si vous voulez. Mais ça, et puis ce que ça a fait, ça gris, c'est devenu riche, bien sûr, en tout cas. Mais toute l'histoire de ça, ça s'est passé dans le régime français. Et c'est partout des personnages, pas uniquement ce qu'on a entendu, bien sûr, on peut chercher facilement aujourd'hui. Moi, je me voyais, là, quand j'étais dans vos classes, pour quelques-unes, là, à partir d'un petit événement. Bon, on parle de Jeanne Mance. Jeanne Mance, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait dans la colonie, qui était là autour d'elle, avec qui était-elle. C'est un portrait extraordinaire! Et c'est facile! Mais il faut savoir en premier que c'était sous le régime français. Et là, bien sûr, vous allez avoir tout le régime français. Puis là, écoutez, on ne peut pas passer, on n'est pas ici. On ne peut pas passer à travers tout ça. Mais quand on pense à Frontenac, par exemple, quand on pense à Iberville, Lemoine, Pierre Lemoine, ah mon Dieu Seigneur, Pierre Lemoine. Le premier, le soldat le plus extraordinaire de la colonie, c'est un Canadien. Pierre Lemoine. Et toute la famille Lemoine, Charles Lemoine, son père, qui était à Montréal, un des plus riches commerçants avec Lebert. Et toute cette famille fantastique qui a été jusqu'au bar, en Louisiane. Petit gars, hey, Pierre Lemoine, ceux qui sont d'un certain âge, je ne sais pas s'il y en a ici, mais qui avaient regardé à un moment donné à la télévision toute la série sur d'Iberville, ça c'est de mon temps, ça, avec Miller, puis tout ça. C'est aussi bon que Love Story. Mais, c'en est des sujets, ça. Et là, on arrive, bien sûr, après tous ces événements-là qui se sont passés en Nouvelle-France, ça s'appelait la Nouvelle-France, c'était un territoire terriblement grand. Vous savez, l'Acadie, hein? L'Acadie. Après ça, vous aviez la Nouvelle-France comme telle, avec Québec, on s'en allait juste Courageuse. Et au sud, jusqu'à la Louisiane, ce sont des Français qui ont découvert ça. C'était tout un territoire. Et les Acadiens, ben les Acadiens, c'est une autre affaire. On a tellement, on a des ancêtres acadiens un peu partout. Ils ont eu un beau cadeau là, de la reine là, avant hier, ou 3 jours. L'Angleterre va s'excuser de la déportation des Acadiens. Hey, il était temps! Je me rappelle quand je travaillais à TVA, à un moment donné avec Guy Mongrain, un matin, c'était quand ça se passait des choses terribles là, en Europe. Puis qu'on prenait des gens, puis qu'on les envoyait ailleurs, dans d'autres pays, puis on a même reçu de ces gens-là ici. Et moi, j'avais dit, ben c'est pareil comme la déportation des Acadiens. On avait reçu 52 téléphones. Ça n'a pas de bon sens de comparer ça à ça. Mais c'est la même affaire. On a pris des gens pour les envoyer dans les colonies, puis en Angleterre, puis partout, on a divisé famille, on a dit, bon, on a pris leur terre, puis on s'est mis dessus, puis on a pris leur bétail, puis leur mise. C'est épouvantable, la déportation des Acadiens. C'est atroce. Mais il ne fallait pas en parler. Même les Acadiens eux-mêmes n'en parlaient plus quasiment. À part une petite gang. Ah oui, il y en a un qui était gouverneur général, puis il y en a un autre. Tout le monde est achetable. C'est terrible, la déportation des Acadiens. Ça ressemble à ce qui se faisait au Kosovo. Mais il ne faut pas en parler. Riel, un peu plus tard dans notre histoire. Alors,
le régime français, c'est ça. C'est la France, mais nous autres, les descendants de ça, on va être colonisés par la France. Puis là, ben, ça va changer de colonisateur, ça va être l'Angleterre. Alors, c'est pour ça que les Canadiens français, comme tels, même si ça ne nous fait pas plaisir, on est un peuple qui a été colonisé au moins 3 fois. Ça fait des gens qui ont peur pas mal, ça. On souffre de ticuisme. Colonisé par les Français, parce que c'est à ça pareil, c'est une colonisation. Colonisé par l'Église catholique à un moment donné, en décor. Moi, je l'étais. Parce que je faisais des péchés à tous les 10 minutes. Pas drôle. Vous pouvez pareil, là, c'est pas drôle. C'est façon de parler, là. Il y en a qui n'aiment pas ça. Quand je parlais de ça à la télévision, mon grand me disait, oui, tu t'es suivi, on va le téléphone, oui. C'est vrai qu'on en avait. Pas drôle, les adolescents de ma génération, quand on avait 12-13 ans. Il n'y en a pas ici de mon âge, mais il y en a qui ont suivi. Ouf! C'est à l'âge que tu fais des péchés seul. Pas avec d'autres. T'as peur après, parce que si tu meurs, là, tu vas chez le diable. Ma mère me disait, Juliette, Marcel, si tu fais un péché mortel, fais ton acte de contrition parfaite. L'acte de contrition parfaite, il y en a peut-être qui en ça, c'est que tu dis, mon Dieu, je vous promets que je ne recommencerai plus jamais. Non, non. Puis là, t'allais chez le diable. Si tu mourais, t'allais chez le diable dans l'enfer. C'est vrai, j'ai appris de ça, moi, là, vous le dis, là. C'est être colonisé en maudit, puis j'y ai cru, hein. Puis dans l'enfer, c'était pas l'éternité, là, puis il y avait des diables qui te piquaient où t'avais péché, là. Dans le feu. La géhenne, le mot, avec le mot, ça me fait peur. La géhenne de feu, tableau. Hey! Tous les sermons dans le carême, là, qu'on entendait avec des toiles noires dans les fenêtres des églises. C'est pas être colonisé, ça, là. Hey, tu sortais sur la rue, t'embrassais une fille, là, à 16-17 ans, 2 minutes, elle pouvait être enceinte, t'avais peur. Hey, c'est pas drôle, hein? Mais c'était ça, là. Tu sais, il faut comprendre ça. Faut pas juger. Quand tu parles d'histoire, il faut que tu juges à l'intérieur du temps que ça s'est passé.